voici le laser durant les tirs au but, c'était seulement sur le gardien ivoirien et sur les joueurs ivoiriens. On a vu ce laser quand le gardien marocain, c'était autour du gardien marocain, il n'y avait pas de laser sur le gardien marocain et sur les joueurs marocains. Mais autour des joueurs ivoiriens, il y avait le laser sur le visage et puis le laser sur le visage du gardien. Cette histoire de laser, c'est évidemment toujours les mêmes. C'est toujours les pays d'Afrique du Nord qui ont cette attitude. Et avoir un comportement pareil avec des U17, c'est au-delà de la honte. Normalement, ils devraient avoir honte. Manifestement, ils ne connaissent pas ce sentiment. Et vraiment, j'appréhende vraiment déjà la CAN en décembre parce que ils sont coutumiers du fait. Et pour un pays qui prétend vouloir organiser la Coupe du Monde en 2030 ou je sais pas quoi, c'est une très mauvaise publicité qu'ils font à eux-mêmes. Et normalement, oui. Je suis pas vraiment d'accord et j'aimerais que la CAF puisse se pencher là-dessus. Je sais pas, mais ça arrive jamais dans les pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Ça arrive jamais, mais ça arrive toujours en Afrique du Nord. C'est quand on joue contre une équipe nord-africaine, de l'Afrique du Nord, pardon, mais il y a tout le temps ces histoires de laser dans les yeux de l'équipe adverse. Ça commence à devenir un peu gros. Tous les joueurs de la Côte d'Ivoire qui sont venus tirer leur penalty ont eu des lasers dans les yeux. Tu peux aller revoir le match, il n'y a pas un joueur qui n'a pas reçu de laser et le gardien, on n'en parle pas. Et moi, je me suis dit, bah, si c'est comme ça, pour une CAN U19, c'est qu'à la CAN 2025, là, tous ceux qui vont jouer contre le Maroc, je pense que les Marocains vont pulvériser un peu la fête, quoi. Pardon, ils vont pulvériser avec les lasers. Donc, c'est que si ça continue comme ça, à la prochaine CAN des seniors, là, les Marocains vont pourrir la fête parce que c'est pas fair play de faire ça. Et je ne sais pas comment les gens font pour rentrer avec ce genre de choses-là dans les stades. Et puis, c'est récurrent, on ne sanctionne pas. Et moi, je pense que même à la CAN, ça va se répéter encore et encore. Ça ne va pas changer, en fait. Voilà. C'est un peu comme le racisme. On a beau mettre des sanctions, interdire les gens dans les stades. Pour dire la vérité, je ne suis pas d'accord avec le fait d'utiliser les lasers. C'est pas une chose qui devrait se faire. Et dire que c'est un risque, un danger pour des joueurs. Si c'était un danger, ça aurait été déjà bloqué par la FIFA et la CAF. Pour ce qui est de dire les Maghrébins ont l'habitude d'être des tricheurs et d'utiliser ça. Est-ce que vous vous rappelez du match Égypte contre le Sénégal où il y a une dizaine de lasers qui sont pointés vers Mohamed Salah? Non, parce que non, il faut attaquer les Nord-Africains. Ah, ils ne sont pas comme nous, ils sont à part. C'est des choses où vous essayez. On a eu des situations, des actions nettes. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Parce que quand vous voyez un peu le premier match, c'est justement ce que le Mali a fait, a évité les tirs au but. Parce que quand vous créez les meilleures actions de but, que vous ne les concrétisez pas, bon, après, vous n'allez pas parler de l'arbitrage. Voilà. À la CAN, au niveau des A, l'arbitrage n'était pas notre faveur, clairement. Mais on gagne la CAN. Parce que quand il fallait mettre les buts là, on les a mis. Donc, quand on parle d'arbitrage sur disons, des faits de jeu grossiers qui changent la physionomie d'un match. Par exemple, un penalty, imaginez une faute aux abords de la surface qui entraîne un coup franc qui est décisif en faveur de l'adversaire, ainsi de suite. Mais sinon, globalement, on a eu les meilleures actions. Si on les concrétisait, on ne serait pas en train de parler de l'arbitrage. En revanche, les questions liées à l'accès au stade, effectivement, c'est une remarque que j'ai faite aussi et c'est une situation qu'il faut dénoncer parce que c'est pas normal. La Côte d'Ivoire arrête de jouer en blanc, en tout blanc. Ça, je le dis haut et fort à tous les Ivoiriens. Ça ne nous porte jamais chance. Ça ne nous porte jamais chance. Ça, on va le dire 10 000 fois. Mais ce n'est pas le seul maillot. Lorsque nous jouons à l'extérieur,
on peut jouer en vert. Je ne comprends pas. Dites à l'équipementier de changer ce maillot. On a été humilié 4-0 au pays. Ça ne nous a rien dit. La Côte d'Ivoire, on a joué nos petits. Merci d'être une fois de plus sur cette chaîne-là. Merci de vous abonner, de liker, de partager. C'est tout simple ce que vous avez à faire pour nous soutenir. C'est tout simple, c'est un geste très gratuit. C'est de cliquer sur le bouton abonnement et la cloche de notification. Ça vous permettra de suivre nos actualités, de suivre nos différentes publications et de participer à nos différents lives de diverses manières. Ouais, écoute, c'est sûr que c'est toujours très c'est triste en fait de sortir d'une compétition, mais je pense qu'on peut quand même retenir après 10 ans d'absence que dès que la Côte d'Ivoire se accorde de l'importance aux compétitions de jeunes, on a tout de suite des résultats. Donc j'espère que à la tête de la fédération, au gouvernement, où vous voulez, les gens ont enfin pris conscience du potentiel qu'on a en matière de jeunes. Et d'ailleurs, j'espère aussi que chacun tire ce constat aussi autour du panel, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc que ces compétitions-là sont très importantes. À mes yeux, elles sont même encore plus importantes que les A, parce que tout découle de ces compétitions-là, des compétitions de jeunes. Donc, je pense que c'est un beau signal que les U17 ont envoyé en montrant leur potentiel. Juste un regret que j'ai, et pourtant Dieu sait si j'ai beaucoup d'estime pour cet entraîneur. Je pense que Bassiriki a de l'avenir devant lui, mais malheureusement, devant l'enjeu, devant l'adversité, je pense il s'est renié un peu. Il a renié un peu ses idées. Bassiriki, on le connaît depuis notamment la compétition l'année dernière en France à Montaigu. C'est normalement un sélectionneur qui prône le beau jeu, qui lâche les chevaux. Et là, à partir du moment où on a commencé à rencontrer, pas vraiment le Mali, on a joué notre jeu, mais le Sénégal et là aujourd'hui donc le Maroc, je pense qu'il s'est malheureusement retranché dans une position un peu fébrile, un peu un peu conservatrice en fait. Et au final on a déjoué. On a déjoué contre le Sénégal. On a d'abord avant tout maintenu l'équilibre, etc. C'était pas un mauvais match, mais ce n'est pas notre plein potentiel. Un joueur notamment comme Diarra-Souba ou même comme Gobey de l'autre côté, normalement, devra avoir davantage de liberté. Et là, il les a maintenus dans un rôle de milieu offensif et non pas d'ailier. Et je pense que ça a contribué à nous faire déjouer. Également, je n'ai pas compris sur ces deux matchs la réticence qu'il avait à faire des changements. L'une des forces de la Côte d'Ivoire, c'est précisément la profondeur du banc. Un joueur comme Bamba, par exemple, a fait des entrées absolument remarquables à la place de Gobey. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il est rentré si tard. On avait sur le banc un Zaïbi, par exemple, qui aurait été capable de remplacer Fofana, qui revenait de blessure. Alors c'est un joueur important pour nous, c'est notre capitaine normalement, mais on voyait bien qu'il était diminué. Il aurait pu rentrer et apporter du sang frais au milieu de terrain. Donc, ce sont des détails, mais justement à ce niveau de la compétition, les détails comptent, et je trouve que l'attitude un peu fébrile de Bassiriki a peut-être joué sur la fébrilité justement des jeunes qui ont été un peu débordés par l'enjeu. Alors, je suis d'accord avec vous, hein. Peut-être la couleur du maillot a posé problème, mais surtout effectivement les interférences du ministère qui aurait mieux fait par contre de se concentrer sur l'organisation de la CAN U20 plutôt que de venir faire son cinéma avec les joueurs avant le match et juste les déconcentrer. Ça, c'est absolument inacceptable. Mais bon, c'est ça. Et je vais juste revenir sur ce qui est vraiment inacceptable, qui est totalement honteux, et je remercie DN d'avoir soulevé ça. Cette histoire de laser, c'est évidemment toujours les mêmes. C'est toujours les pays d'Afrique du Nord qui ont cette attitude. Et avoir un comportement pareil avec des U17, c'est au-delà de la honte.
Normalement, ils devraient avoir honte. Manifestement, ils ne connaissent pas ce sentiment. Et vraiment, j'appréhende vraiment déjà, la CAN en décembre parce que ils sont coutumiers du fait. Et pour un pays qui prétend vouloir organiser la Coupe du Monde en 2030 ou je sais pas quoi, c'est une très mauvaise publicité qu'ils font à eux-mêmes. Et normalement, oui, aujourd'hui, pour un chant homophobe, pour un cri raciste, on peut faire perdre un match à une équipe. Je suis désolé, mais sur toute une séance de tir au but, laisser des voyous mettre des lasers aussi dangereux sur les yeux d'enfants de moins de 17 ans, c'est absolument irresponsable de la part de la CAF. Normalement, il devrait avoir match perdu et avoir de lourdes sanctions. Jusqu'à temps que ça arrive, ils continueront à avoir cette attitude de sauvage. Et ça, franchement, c'est absolument inacceptable. Et c'est loin d'être la première fois que ça arrive. Mais ceci dit, on est content d'avoir participé à cette compétition. On a fait belle figure. Ok, merci Marc. Avant de continuer ce live, j'aimerais dire ceci. Nous venons de prendre une décision très importante. Quelle est cette décision? Dès que nous atteindrons les 50 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, 3 maillots officiels des éléphants seront offerts à 3 abonnés, tirés au sort. Mais ce n'est pas tout. L'un de ces maillots sera signé par un joueur des éléphants. Ça sera signé par un de nos champions. Et ce n'est pas fini. Dès que nous atteindrons les 100 000 abonnés aussi, un iPhone 9 sera offert à un abonné parmi tous nos abonnés. On va faire un tirage au sort. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et partage nos lives et nos vidéos dans tes groupes. Parce que la meilleure façon de nous aider à atteindre les 50 000 abonnés rapidement, c'est de partager nos vidéos et nos lives dans vos groupes. Ça va nous aider à franchir ce cap ensemble. Donc, nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner et partager nos vidéos dans leur groupe. Parce que ici, nous sommes en famille. Le Maroc, certes, avait le ballon. Il avait une possession, mais c'était une possession stérile. La Côte d'Ivoire a eu vraiment plus de tirs. La Côte d'Ivoire était vraiment plus menaçante dans le camp des Marocains. Ils avaient plus de tirs cadrés, ils avaient plus de corners. Si vous avez regardé le corner des Marocains, il arrive à la 75e ou 73e minute. En première mi-temps où la Côte d'Ivoire avait déjà 4 corners. Donc, posséder le ballon pour posséder, faire des passes et posséder pour être plus comment dire, létal, ça c'est deux choses. Je pense que la Côte d'Ivoire était plus agressive. Il y a eu des erreurs, il y a eu énormément, je pense, des erreurs de jeunesse, hein, des petits. Je pense pas si c'est Herbert qui le disait, il y a une balle dans l'après-midi, dans la deuxième mi-temps où voilà, il est face au gardien, il doit shooter et il manque le ballon. Donc, des petits déchets techniques comme ça. En première mi-temps aussi, il y avait plein de petites occasions faciles qu'il ratait. Ce match-là, normalement, hein, la Côte d'Ivoire, si elle gagnait ce match, pour moi, il n'y aurait pas eu hold-up. C'était normal parce qu'elle a eu vraiment d'occasions franches. Et moi, je ne vois pas d'occasion franche de la part du Maroc, à part des coups de pied arrêtés ou peut-être le gardien, il lâche le ballon, il n'arrive pas à le prendre. Mais à part ça, le Maroc n'a pas été menaçant du tout. C'est ce que j'ai pu voir dans l'ensemble. On est allé au tir au but. Le Maroc a gagné. C'est comme ça, il faut toujours un vainqueur au tir au but. C'est la jeunesse, malheureusement. Mais il y a deux éléments dont je suis pas forcément, je suis pas vraiment d'accord. Et j'aimerais que la CAF puisse se pencher là-dessus. Je sais pas, mais ça arrive jamais dans les pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Ça arrive jamais, mais ça arrive toujours en Afrique du Nord. C'est quand on joue contre une équipe nord-africaine, de l'Afrique du Nord, pardon, mais il y a tout le temps ces histoires de laser dans les yeux de l'équipe adverse. Ça commence à devenir un peu gros. Moi, je ne vais pas parler d'arbitrage. L'arbitrage,
dans l'ensemble, ça a été plutôt correct, même si par moment, il y a eu, on avait l'impression que l'arbitre, il était un peu penché du côté du Maroc. Il donnait beaucoup de photos, il accordait beaucoup de photos marocains, mais dans l'ensemble, c'était pas vraiment, on va dire, de manière à déséquilibrer le jeu. Donc, je vais pas mettre la faute sur l'arbitrage, je vais mettre plutôt le fait que la Côte d'Ivoire aurait pu gagner ce match, elle n'a pas pu le faire et ça a été notre erreur. Il y a un autre élément aussi sur lequel je voulais mentionner. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est au niveau du stade. Je peux comprendre que c'est contre le pays organisateur, forcément tu auras du monde au stade, côté pays organisateur. Mais je n'avais pas vu d'Ivoiriens jusqu'à peut-être à un moment donné de la deuxième mi-temps, si je ne dis pas de bêtises, ou de première mi-temps, où on voyait des gens rentrer dans les gradins progressivement. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas peut-être accès et après, plus tard, ils ont eu accès. Donc, si quelqu'un a des infos par rapport à ça, qu'il puisse nous les faire remonter. Donc, voilà ce que je voulais dire dans l'ensemble. On a perdu, il faut apprendre et prochainement, je pense que voilà, ils vont apprendre de leurs erreurs. Peut-être qu'en U20, ils vont modifier certaines choses parce que je ne pense plus que ceux-là, ils pourront rester encore en U17. Mais de manière globale, il faut les féliciter et puis il faut avancer. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui nous suivent et qui ne savent pas de quoi DL parlait quand il parlait du laser, vous pouvez le voir sur l'écran maintenant même. Voici de quoi le laser, durant les tirs au but mentionnés par DL, c'était seulement sur le gardien ivoirien et sur les joueurs ivoiriens. On a vu ce laser quand le gardien marocain, c'était autour du gardien marocain, il n'y avait pas de laser sur le gardien marocain et sur les joueurs marocains. Mais autour des joueurs ivoiriens, il y avait le laser sur le visage et puis le laser sur le visage du gardien. Moi, je pense que ça a été un bon match, hein? Un bon match pour les deux équipes. Seulement que les deux équipes ont joué avec la peur. On a senti la peur au niveau des Marocains et puis la peur au niveau des Ivoiriens. On a senti, comment il s'appelle, notre attaquant, le 9, qui était un peu tout seul en attaque. Il n'était pas soutenu par le reste de nos joueurs et ça a été compliqué. Mais, voilà, Aligno Aïdara, il était tout seul au devant de l'attaque. Bon, et les autres étaient trop derrière. Ils ont joué avec la peur. Ils pouvaient battre le Maroc dans ce match. Moi, c'est tout ce que je voyais. Mais je ne vais pas mettre la faute sur eux, hein, parce qu'ils ont très bien joué. Le Maroc a eu peur. Le Maroc n'a pas pu développer son jeu. Ils ont très bien joué ça, seulement je ne vais pas mentir dessus. Mais moi, la seule chose pour laquelle je suis monté sur ce panel, je n'ai pas l'habitude de monter, c'est la première fois, et ça, je te remercie, Franck, de m'avoir accepté, c'est de dire à tous les Ivoiriens, parce que moi, ça me fait mal de regarder ce genre de match. On a dit ici, la Côte d'Ivoire arrête de jouer en blanc, en tout blanc. Ça, je le dis haut et fort à tous les Ivoiriens. Ça ne nous porte jamais chance. Ça ne nous porte jamais chance. Ça, on va le dire 10 000 fois. Mais ce n'est pas le seul maillot. Lorsque nous jouons à l'extérieur, on peut jouer en vert. Je ne comprends pas. Dites à l'équipementier de changer ce maillot. On a été humilié 4-0 au pays. Ça ne nous a rien dit. La Côte d'Ivoire, on a joué, nos petits, ils ont joué contre l'Angola la fois dernière. Regardez, on a joué le premier match. Comment on a gagné? En orange, 6-1. Et on vient jouer contre l'Angola, on joue en blanc. On avait du mal à développer notre jeu. On n'arrive pas à jouer lorsque nous jouons en blanc. C'est toujours des matchs nuls quand on joue en blanc. Dites-moi, quand on joue en blanc, et comment est-ce qu'on a pu... Dites-moi un match de référence où on a joué en blanc et puis on a gagné à un score fleuve. Dites-moi, c'est quel match? Mais moi, je suis fatigué. On joue match nul ou soit nous perdons. Nous jouons match nul ou soit nous perdons. Le blanc, c'est la paix. Le blanc, ce n'est pas pour aller combattre. Oui, il faut que la FIFA change un peu l'équipementier de la Côte d'Ivoire. Il y a du vert pur que j'ai vu avec un peu d'orange, mais on peut porter ça et puis arrêter un peu ça. Nous avons perdu. Les jeunes, ils ont très bien joué et ils ont perdu. Sur ce point de maillot, personnellement, je suis un peu d'accord avec lui, mais moi, je mets plus l'accent sur le fait que le ministre des Sports est venu avant le match et puis il a eu une réunion avec nos joueurs, nos éléphantaux, et il a mis une pression sur les éléphantaux. Et pour moi,
les gens parlent de pression, je dis que c'est normal, la pression à cet âge-là, c'est normal, il doit s'habituer à la pression, mais la pression, pour moi, que le ministre du Sport a mis, moi j'appelle ça une pression négative. Je n'ai pas aimé. Je n'ai jamais aimé que nos autorités se mêlent, viennent voir les joueurs avant les matchs. Je préfère que nos autorités viennent voir les joueurs quand ils ont gagné la compétition. Et on a fait des débuts des matchs durant la CAN 2023. J'ai dit la même chose. Et j'ai interpellé nos autorités de laisser nos éléphants, de ne plus aller les voir dans les vestiaires ou bien de faire des réunions avec eux pour dire qu'ils apportent le message du président. Nous savons tous que le président de la République est derrière nos joueurs à chaque fois. Donc, on n'a pas besoin d'amener un message du président de la République à nos joueurs. Donc, et lorsque nos joueurs gagnent, c'est là nos autorités doivent venir les remercier, doivent être impliquées. Et je pense que ça a mis une pression négative sur les joueurs. Moi, c'est mon avis. Bon, j'ai vu un peu le match. Je pense que le Maroc était techniquement, ils étaient, disons, un petit cran au-dessus de nous. Et nous, on a répondu, en tout cas physiquement dans l'impact, on a répondu présent. Tout ça même que je crois, on est à 20 ou 21 fautes, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que physiquement, on les a quand même bougés. Donc, sur ce terrain-là, quand même, disons qu'on a remporté la bataille. Mais bon, malheureusement, on n'a pas pu concrétiser les qu'on a pu avoir dans le match. Bon, les Marocains aussi, ils ont eu quelques situations, hein, mais bon, voilà quoi. Au final, on se sépare dos à dos et on va au penalty. Bon, j'avais pronostiqué que la Côte d'Ivoire n'allait pas se qualifier, mais bon, au penalty, c'est qui tout double. Enfin, c'est 50-50. Arrivé au penalty, on ne peut pas pronostiquer qui va se qualifier ou pas, mais quelque part, on a manqué un peu de réalisme. Bon, c'est les jeunes joueurs, ils vont apprendre de leurs erreurs. Mais sinon, bravo à eux pour leur parcours. Ça aurait été bien de revoir un remake Mali-Côte d'Ivoire encore en finale. Malheureusement, on est privé de cela, mais bon, félicitations aux Marocains. Et puis, dernier point, le problème du laser, je l'avais aussi énuméré, en fait, lorsque je suivais le match, notamment les penalty. En fait, c'est sérieux et Heredias, c'est vrai. Ouais, tu veux peut-être défendre ton pays, mais sur ce coup-là, quand même, c'est gros parce que tous les joueurs de la Côte d'Ivoire qui sont venus tirer leur penalty ont eu des lasers dans leurs yeux. Tu peux aller revoir le match, il n'y a pas un joueur qui n'a pas reçu de laser et le gardien, on n'en parle pas. Et moi, je me suis dit, bah, si c'est comme ça, pour une CAN U19, c'est qu'à la CAN 2025, là, tous ceux qui vont jouer contre le Maroc, je pense que les Marocains vont punir un peu la fête, quoi. Pardon, U17. Avec les lasers. Donc, c'est que si ça continue comme ça, à la prochaine CAN des seniors, là, les Marocains vont pourrir la fête parce que c'est pas fair play de faire ça. Et je ne sais pas comment les gens font pour rentrer avec ce genre de choses-là dans les stades. Et puis, c'est récurrent, on ne sanctionne pas. Et moi, je pense que même à la CAN, ça va se répéter encore et encore. Ça ne va pas changer, en fait. Voilà. C'est un peu comme le racisme. On a beau mettre des sanctions, interdire les gens dans les stades et tout. Finalement, ça se répète encore et encore. Donc, je pense que vraiment, s'il y a un point noir que je peux souligner par rapport à ça, et je me projette en même temps sur la CAN des seniors en fin 2025, je pense que c'est ça. On aura quasiment des projectiles dans les rencontres, en tout cas, qui opposent le Maroc face aux autres nations, et ça ne va pas nous arranger, malheureusement. On a eu des situations, des actions nettes. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Parce que quand vous voyez un peu le premier match, c'est justement ce que le Mali a fait, a évité les tirs au but. Parce que quand vous créez les meilleures actions de but, que vous ne les concrétisez pas, bon, après, vous n'allez pas parler de l'arbitrage. Voilà. À la CAN, au niveau des A, l'arbitrage n'était pas notre faveur, clairement. Mais on gagne la CAN. Parce que quand il fallait mettre les buts là, on les a mis. Donc, quand on parle d'arbitrage sur disons, des faits de jeu grossiers qui changent la physionomie d'un match, par exemple, un penalty, imaginez
une faute aux abords de la surface qui entraîne un coup franc qui est décisif en faveur de l'adversaire, ainsi de suite. Mais sinon, globalement, on a eu les meilleures actions. Si on les concrétisait, on ne serait pas en train de parler de l'arbitrage. En revanche, les questions liées à l'accès au stade, effectivement, c'est une remarque que j'ai faite aussi et c'est une situation qu'il faut dénoncer parce que c'est pas normal. Voilà, moi, j'allais même les féliciter. Globalement, jusque-là, nos frères marocains, au niveau de l'organisation, il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Voilà, les faits litigieux au niveau de l'arbitrage. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un arbitrage maison. Parce que ça relève davantage des erreurs d'appréciation qui peuvent arriver dans tous les matchs. Mais pour ce qui est de l'accès au stade et puis pour les questions de jet de laser dans les yeux là, non, ça, c'est récurrent. Et donc, ce sont des situations, il faut attirer l'attention de la CAF pour que ce genre de choses ne se répètent pas. Mais bon, globalement, il faut féliciter aussi les Marocains dans le jeu, au niveau des tirs au but surtout. Ils ont fait preuve de peut-être de plus de maîtrise. Voilà. La dernière fois, on avait fait 5 tirs au but. On avait transmis tous nos 5 tirs au but. Cette fois-ci, on a raté 2 tirs, et enfin même 3 même. Notre gardien nous accorde un sursis en sortant, c'était un arrêt de classe. Hein. Voilà, il nous a accordé un sursis de quelques minutes là. Puis bon. Donc, c'était à nous de gagner le match, d'éviter d'aller au tir au but. Parce que c'est nous qui avions les meilleures situations. Il faut féliciter les garçons. La campagne est globalement bonne. Elle n'est pas terminée. Il y a un match de classement à jouer. Je suis à la fois déçu, mais pas triste. Et aussi à la fois content pour les garçons, content pour ce qu'ils ont montré. Parce que je trouve qu'émotionnellement, en fait, ils ont très bien géré le match. C'était pas évident, en fait, pour des gamins comme ça. Et émotionnellement, ils ont bien géré le match. C'est vrai qu'ils ont craqué lors des tirs au but. Ils n'ont pas bien tiré comme lors du match précédent, comme lors de la séance précédente. Mais émotionnellement, j'ai trouvé qu'ils ont très, très bien géré le match. Ils ne sont pas tombés dans le jeu des Marocains. Ils n'ont pas commis de fautes irréparables. Ils ont évité de prendre certains cartons. En tout cas, je pense qu'ils ont une certaine maturité dans les manières de jeu. Ça, je tenais vraiment à le souligner. Et aussi, leur solidarité. Quand le premier tireur rate, quand Toali rate son penalty, tu vois, et tous se rassemblent, il encourage et tout, voilà quoi. J'aime bien cette mentalité qu'il montre au fait. Cet esprit de solidarité. Quand Obli prend son carton rouge face au Sénégal, ils sont ensemble, voilà quoi. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Ça prouve qu'il y a un groupe qui est né et il y a un bon état d'esprit au fait qui règne dans ce groupe-là. Malheureusement, la note noire de ce match que tout le monde va retenir, au fait, c'est l'utilisation des lasers dans ce match-là. Malheureusement, on aurait pu vraiment en faire l'économie, au fait. Mais on est dans une partie de l'Afrique où il se donne le malin plaisir, au fait, d'user de ces pratiques rétrogrades dépassées pour essayer de gagner des matchs. Je sais pas jusqu'à quand ça va continuer. Mais quand le Sénégal l'a fait face à l'Égypte au match retour, le Sénégal a été sanctionné à 112 millions de francs CFA d'amende, plus un match à huis clos. Mais quand l'Égypte l'a fait, la CAF n'a pas réagi. Mais là, c'est la CAN U17. Regardez ce qu'ils font à des gamins, des lasers dans les yeux des gamins. C'est aberrant. Mais vous n'avez pas suivi la CAN féminine en 2022 au Maroc. Allez regarder sur YouTube le match
c'était la même séquence, le même scénario du moins. Des lasers dans les yeux de la gardienne nigérienne, des lasers dans les yeux des tireuses nigériennes. Mais jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à quand en fait? Est-ce que pour un match des enfants, on est obligé d'user de ces choses d'anti-jeu qui ne sont pas du tout fair play pour pouvoir gagner? Vous êtes chez vous, vous avez ramené vos binationaux, vos pros, mais gagnez avec la manière, gagnez sans tâche. C'est ce qui fait qu'on ne veut pas aujourd'hui décrypter le match sans faire référence à ça, parce qu'au fait, ça a vraiment ça a donné une tâche sale au fait à la compétition. Et c'est une tâche d'huile. Oui, eux, ça ne guide pas, en fait, de bonnes choses pour la CAN senior qui arrive. Oui, on va maintenant passer la parole à Rudias. Il est encore là en visio avec nous parce qu'il a beaucoup à dire sur cette tâche de laser que nous, on craint que ça va se répéter encore durant la CAN 2025 des seniors en décembre. Oui, Rudias, tu as la parole maintenant. Ah, merci. Alors, déjà, j'ai entendu parler de laser au pluriel. Il y avait un seul laser qui était fixé sur le gardien et un laser sur les joueurs, le tireur, parce que je viens de revoir effectivement. Et pour être, pour dire la vérité, je ne suis pas d'accord avec le fait d'utiliser les lasers. C'est pas une chose qui devrait se faire et dire que c'est un risque, un danger pour des joueurs. Si c'était un danger, ça aurait été déjà bloqué par la FIFA et la CAF. Pour ce qui est de dire qu'on est des sauvages et que les Maghrébins ont l'habitude d'être des tricheurs et d'utiliser ça, est-ce que vous vous rappelez du match Égypte contre le Sénégal où il y a une dizaine de lasers qui sont pointés vers Mohamed Salah? Non, parce que non, il faut attaquer les Nord-Africains. Ah, ils ne sont pas comme nous, ils sont à part. C'est des choses où vous essayez de trouver des excuses afin de prouver que vous avez été lésé par l'organisation ou autre. Il y avait un laser, oui, ça a gâché la compétition, le match de gala. Mais pour attaquer toute une nation, plusieurs nations, et dire que c'est des sauvages et que on est des tricheurs, c'est pas des choses à dire. Parce que si c'est un petit camp qui a fait ça, bah, c'est le petit camp qui a fait ça. C'est pas toute une nation qui a fait ça. Lors du match, vous avez vu les images, il y avait des familles qui étaient sur place, des enfants, des vieux et tout ça. C'est pas des sauvages. Alors, si je vois que je peux dire la même chose, vous dites que les Maghrébins, c'est des tricheurs et on a toujours l'arbitrage, d'accord. Je peux dire la même chose que les Africains subsahariens, ils utilisent la sorcellerie. Mais je ne me permets pas, parce que c'est des choses qui se font et je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas là pour crier sur les toits. S'il y a des croyances ou autres, chacun son délire. Mais il faut pas... Personne n'a généralisé. Hein. Personne n'a généralisé. Si tu as généralisé, Marc. Pas du tout. Marc, je finis s'il te plaît. Tu as dit que c'est des nations sauvages. C'est des sauvages. J'ai dit, tu as entendu une nation sauvage dans tu as dit c'est des comportements de sauvages, c'est très différent. Mais bon, peu importe, vas-y, continue si tu veux, mais j'ai dit comportement de sauvage. J'ai pas dit que le Maroc, j'ai pas dit que le Maroc dans sa totalité était sauvage. Je dis juste, par contre, le football, regarde, je dis que le football n'est pas une petite affaire, et un pays aussi tenu que le Maroc devrait comprendre que c'est très important lorsqu'on est à la veille d'organiser une CAF, une Coupe d'Afrique et dans quelques années une Coupe du Monde, il faut prendre conscience que oui, effectivement, c'est absolument inacceptable de voir des lasers dans un stade de football. Et je te confirme que c'est très dangereux. C'est très dangereux pour les yeux. Si c'était très dangereux dans les yeux, il y aurait
pas mal de joueurs qui jouent en Champions League et j'ai montré la vidéo à BJ qu'il y a même en Champions League des lasers qui sont utilisés. Il y a des vidéos sur Internet. Alors, il ne faut pas juste dire que c'est les Marocains ou les Nord-Africains qui utilisent les lasers. Il faut éviter de dire... Ce n'est pas une excuse. Hein? Si les Européens utilisent ça, ce n'est pas une excuse. Ça n'excuse pas. Non, mais je ne dis pas ça. Je ne dis pas... C'est pas une excuse, c'est pas pour excuser l'utilisation. Je ne suis pas d'accord avec l'utilisation de laser, que ça soit dangereux ou en termes de fair play. Moi, je parle du fait que vous avez attaqué les pays nord-africains, vous faites une barrière entre les pays nord-africains et les autres pays africains. À chaque live où je suis là, j'entends qu'il y a les nord-africains, les pays du nord. Il y a à chaque fois ils sont habitués à avoir l'arbitrage avec eux. L'arbitrage aujourd'hui, il était presque parfait. Il y avait des erreurs des deux côtés. Alors, quand j'entends que je lis un message et tu le mets sur ton live, que les Maghrébins c'est des trucs à écouter. Tu généralises des nations, des cultures et tout ça. Moi, je peux dire que les pays subsahariens, ils utilisent de la sorcellerie. Par exemple, lors du dernier match. J'aimerais prendre la parole après, s'il te plaît. Le match du club algérien MC Alger ou Constantine, les pirates de l'Afrique du Sud, ils ont versé des liquides au niveau des buts du stade. Il y a des choses qui sont graves et moi, il faut appeler un chat un chat. Heredia, c'est un de nos frères, il est avec nous ici depuis longtemps. D'accord? Tout de suite là, même quand on parle d'arbitrage là, ce n'est pas à l'unanimité. On n'a jamais dit que chaque fois qu'on joue contre le Maroc, il y a un arbitrage maison de façon flagrante. Il y a plusieurs ici dans le live là qui ont dit... Lors du dernier live, ça a été dit. Non, je termine. Il y a plusieurs Ivoiriens ici, dans ce live là, qui ont dit que d'une manière générale, il n'y a pas eu d'arbitrage en faveur du Maroc sur ce match. Voilà. Donc, mais quand on parle de... ce phénomène de laser là, c'est un phénomène qui est assez grave. Et ce n'est pas nouveau. Que ce soit le Sénégal, ou bien le Maroc, ou bien le Nigeria, tous ces actes qui sont loin de l'esprit du football. Parce que le football, c'est d'abord un facteur de cohésion, un facteur d'unité. Il y a une notion chère à ce sport-là qu'on appelle le fair play. Parce qu'au-delà de la victoire, là, il y a des valeurs qu'on veut prôner. Voilà. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas venir dire oui, comme on a vu ça en Champions League, ou bien on a vu ça. Non. Quand il y a des actes d'anti-jeu, ou bien des comportements d'un autre âge, on est en 2025. Il y a des choses qu'on ne doit plus voir dans un sport, enfin, dans un stade de football. Voilà. Quand il parle de sorcellerie, ce sont des choses abstraites. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher du doigt. On parle de choses factuelles qu'on voit. Si moi j'ai fait la sorcellerie à 2 h du matin, j'ai attaché les pieds de tes joueurs par rapport ou bien je les ai rendus lourds, ça c'est le domaine du surnaturel, personne ne voit ça. Ça reste des choses abstraites. Mais quand on voit des gens entrer dans un stade avec des projectiles et puis les balancer sur l'équipe adverse, mais c'est factuel, le monde entier voit. Voilà. Au-delà de nous-mêmes nationaux, si c'est notre pays qui est engagé, on doit être les premiers à dénoncer ça. Voilà. Donc, il ne s'agit pas, c'est pas une question de chauvinisme. Voilà, on a félicité le Maroc, on a dit que globalement, sportivement, sur le terrain, notamment dans la gestion des tirs au but, ils ont mérité leur victoire. Mais après, ils ont un comportement qui est récurrent. Et donc, on dénonce et on est en train de dénoncer. Donc, quand il vient dire, c'est même pas seulement, je vais terminer, c'est même pas, au-delà même de la dangerosité même de cette affaire de laser. Mais ça, c'est de nature à entacher les résultats des tirs au but. Quand le gardien, là, il a aveuglé, là, bon, comment il s'en va prendre le ballon, comment? Comment il peut apprécier le tir? La concentration aussi, la concentration. Voilà. La concentration du gardien, la concentration des joueurs. Un seul joueur,
un seul joueur, que ce soit le gardien ou bien un des tireurs, soit aveuglé, mais ça dénature l'issue des tirs au but. Oui, bien sûr. Voilà. Ça transforme l'issue des tirs au but. Parce que il peut manquer un tir au but quand on met le laser dans les yeux de Salah, mais il faut dénoncer ça. Si c'est le Sénégal qui c'est coupable de ça, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ces agissements dans notre âge-là de tous bords. Voilà, sur tous les continents. Il ne faut pas prendre des exemples saugrenus pour chercher à expliquer l'inexplicable ou bien à justifier l'injustifiable. Mais si on était des chauvins, voilà, si on était des chauvins ou des xénophobes, ok, on dit c'est une chaîne typiquement ivoirienne, tu n'es pas ivoirien, tu ne viens pas ici. Mais ici, là, on prône des valeurs. Le football, encore une fois, on prône des valeurs. Quand on dit match de gala, on dit c'est une rencontre fraternelle. Parce que pour nous, le plus important, ce n'est pas l'issue du match. Forcément, il y aurait un vainqueur, il y aurait un perdant. Mais après, il y a des valeurs que ça prône. Il y a des valeurs que ça prône. Il n'y a pas longtemps, Didier Drogba était allé. Il a été reçu par Donald Trump, justement par rapport à ça. La FIFA utilise le football pour véhiculer d'autres messages. Donc, ce n'est pas que l'aspect sportif. Donc, sur ces questions-là, je pense qu'on devrait être unanime pour peu qu'on soit objectif. Ce n'est pas une affaire de chauvinisme ou bien de xénophobie. Sur ce que nous venons de dire sur ce match, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Et moi, j'aimerais aussi donner mon avis. Puisqu'on n'est pas sur les chaînes traditionnelles, j'ai l'habitude de donner mon avis aussi. J'ai regardé le match du début jusqu'à la fin avec les pénaltys. Au début, première mi-temps, le Maroc a dominé le match, mais ils n'étaient pas menaçants. Ils ont maîtrisé la possession, 66%, ils n'étaient pas menaçants. Et en deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire s'est ressaisie. Ils ont dominé aussi le match. Et ils ont eu des occasions qu'ils ont ratées. Il y a une occasion que c'était face à face avec le gardien. Au lieu de mettre de ce côté, il a tiré sur le gardien. On pouvait gagner ce match durant la rencontre. Au niveau arbitral, au début de la première mi-temps, l'arbitre accordait beaucoup de faveurs aux Marocains avec le carton jaune qui ne devait même pas être un carton jaune à Aïdara. Et ça fait que ça peut influencer aussi le joueur, mais ce n'est pas toujours une excuse pour avoir perdu ce match, puisque la Côte d'Ivoire pouvait toujours gagner ce match durant le temps réglementaire malgré l'arbitrage. Donc, je peux même pas accuser l'arbitrage, mais je sais qu'il y a eu du favoritisme. C'est qu'on n'a pas reçu en Côte d'Ivoire durant notre CAN 2023, malgré qu'on était le pays organisateur. Mais tu peux pas arbitrer dans un pays maghrébin sans faire un peu de favoritisme. J'ai remarqué ça. Ça, c'est ma remarque que je vois dans les matchs qui se jouent dans les pays maghrébins, surtout avec le pays organisateur. On avait parlé de ça, mais j'ai pensé que l'arbitre allait être encore au-dessus de cela, mais on a vu que ça s'est répété. J'espère que ça ne va pas se répéter pendant la CAN 2023 et 2025 pour les seniors. Et puis, au niveau du laser, vous avez beaucoup parlé de ça. Moi, mon inquiétude, il ne faut pas que ça se répète dans la CAN. C'est bien que ça s'est passé pour qu'on puisse en parler, pour mettre la pression sur la CAF. Ce n'est pas les sanctions financières qui sont importantes. Parce que les sanctions financières, ça ne peut pas changer les choses. Voilà. Les sanctions doivent se prendre et le Maroc doit jouer son premier match d'ouverture pour la prochaine CAN U17 dans un stade vide. Ça veut dire qu'un stade où ses supporters n'ont pas le droit d'y rentrer. Un truc comme ça, une grosse sanction. Et si ça se répète durant la CAN, durant les matchs éliminatoires, on sanctionne le Maroc. Le prochain match, ils jouent sans leurs supporters. C'est des sanctions comme ça qui peuvent arrêter ce genre de trucs. Sinon, les sanctions financières, ça n'a jamais arrêté ce genre de trucs. OK. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain live